Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne IAMS. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser Python pour implémenter de façon concrète la formulation variationnelle en calcul par élément fini. Cette vidéo, bien sûr, fait suite à notre précédente vidéo que nous avons présentée sur la formulation variationnelle. Dans cette ancienne vidéo, nous vous avions donné un aspect théorique de démonstration de la formulation variationnelle. Si vous ne l'avez pas suivie, je vous invite à aller la suivre. Elle est sur notre page. Vous verrez le lien vers cette vidéo en description de cette nouvelle vidéo. Et donc, je vous rappelle quelques grandes lignes très rapidement de cette formulation variationnelle. On avait dit, nous partons d'une équation dite équation de Laplace qui est donnée par moi, Laplacien de U égale à F dans oméga, avec des conditions limites qui pouvaient être des types Dirichlet ou Neumann. Ici, j'ai fait le choix de rester avec des conditions limites de type Dirichlet, mais on verra dans la suite qu'on pourra aussi avoir des conditions limites de type Neumann. De façon concrète, on avait dit, on part donc de cette équation qui représente la formulation forte de notre problème à une nouvelle équation qui cette fois-ci va représenter la formulation variationnelle ou tout simplement la formulation faible. Et donc, on avait montré que résoudre le problème de départ revient à résoudre le problème sous sa formulation variationnelle. On partait d'une équation aux dérivées partielles d'ordre 2 à une nouvelle équation ne faisant intervenir cette fois-ci que des dérivées partielles d'ordre 1. Et on avait dit sous la forme compacte, on avait AUV égale à LV. AUV ici représenté par l'intégrale du gradient et du gradient de VdV. LV qui va représenter le second membre qui est une forme linéaire donnée par FVdV. Je rappelle, AUV c'est une forme bilinéaire. V, on avait dit c'était une fonction quelconque, mais qui était prise de telle sorte qu'elle soit nulle sur les frontières de oméga. Très intéressant. Parce que si ce n'est pas le cas, ça ne marchera pas. Et donc, V, on l'appelait test function et U, on l'appelait try function. Et une fois le problème est représenté sous sa forme continue, en élément fini, il faut le discrétiser. Donc, sous la forme discrétisée, si on a affaire à un problème linéaire, on a A, U qui est égal à L. A ici, c'est juste une matrice. U représente tout simplement les inconnus de notre problème, qui cette fois-ci est donné dans le domaine discrétisé, donc dans le domaine fini. Et L va représenter le second membre, qui représente juste notre second membre initial discrétisé. Et donc, pour cet exemple, nous allons implémenter un calcul élément fini d'élastostatique. C'est-à-dire, on a un problème élastostatique représenté dans un domaine oméga. Donc, je prends juste un plan. Et sur ce plan, j'applique des forces surfaciques. Donc, j'ai les forces internes, les forces à l'intérieur de notre domaine représentées par F. Donc, si on est en 3D, on parlera des forces volumiques. Donc, F ici, c'est une force, si vous voulez, qui est présentée dans notre domaine oméga. Sur l'une des bornes de notre plan, j'impose un encastrement. Donc, j'impose UX égale à 0, UY égale à 0. Et sur l'autre borne, j'impose juste UX égale à une valeur donnée. Et donc, ici, vous avez l'équation qui est donnée par l'équation d'équilibre, moins divergence de sigma égale à F. Et vous avez l'équation de compatibilité, epsilon égale à 1 demi de gradient de U, plus la transposée du gradient de U. Vous avez la loi de comportement donnée par sigma égale à C epsilon. Et enfin, vous avez les conditions limites sur les frontières de oméga. Une fois le problème est représenté sous sa formulation forte, on la représente tout simplement sous sa formulation faible en suivant le chemin qui avait été présenté dans notre précédente vidéo. On a AUV égale à l'intégrale sur oméga de C, epsilon de U, doublement contracté avec epsilon de VdV, et LV qui est tout simplement égal à l'intégrale de FVdV, voilà, qui est juste ce qu'on a vu dans la slide précédente. Et AUV égale à LV, donc on a l'équation, et discrétisé, on a AU égale à grand L. A ici, en élasticité linéaire, va juste représenter la matrice de rigidité. Et donc, nous allons l'implémenter concrètement sous Python. Donc, nous entrons dans le vif du sujet, à savoir, nous allons ici, grâce à Python et aux bibliothèques de Phoenix, faire un calcul élément fini à partir de la formulation variationnelle dont nous avons déjà statué le problème. Ici, j'aurai donc besoin des bibliothèques fournies par Phoenix. Donc là, vous voyez, j'importe les bibliothèques de calcul que m'ont fourni Phoenix. J'aurai aussi besoin de GMesh. GMesh, ça va surtout me servir à définir le maillage. Et aussi, pour le post-traitement, j'aurai besoin de Pivistar. Ici, j'ai défini les paramètres matériaux, le module d'élasticité, le coefficient de Poisson. Et pour cette implémentation, j'aurai surtout besoin des coefficients de Lamé. Je vais utiliser les coefficients de Lamé. Et donc, à partir du module d'élasticité et du coefficient de Poisson, je définis les coefficients de Lamé pour mon matériau.
Donc ici, je définis voilà le maillage. Donc vous avez là le maillage. On aura la possibilité de revenir sur Gmail, de revenir sur comment est-ce qu'on définit le maillage. Je ne vais pas m'attarder. Toutefois, vous aurez mon code complet. Faut juste laisser un commentaire et je vous enverrai le code. Vous avez ce code sera disponible sur mon compte Git et donc vous aurez la possibilité d'avoir accès à ce code-là en complet. Ce qui nous intéresse, c'est la formulation variationnelle. Pour la formulation variationnelle, j'ai besoin de l'espace fonctionnel, function space. Et pour définir l'espace fonctionnel, je dois lui donner en argument le domaine. On a un domaine oméga. Je dois aussi renseigner les types d'interpolation. Ici, on a des interpolations de type Lagrange d'ordre 1. Donc, on aura juste des éléments linéaires. Il faut aussi fournir la dimension de l'espace. On est ici en 2D. Une fois que j'ai défini ma function space, mon espace fonctionnel, je peux imposer les conditions limites. Vous voyez là, j'impose les conditions limites. Je vous ai dit, sur l'un des bords, je vais juste imposer, donc je vais encastrer, donc j'impose un déplacement égal à 0 sur l'un des bords de mon domaine. Et sur l'autre, j'impose un déplacement de 1 mm. Donc là, voilà, on peut changer la valeur comme on veut. Donc j'impose un déplacement de 1 mm sur l'un des bords, sur le bord droite. Et donc ça permet de définir les conditions limites de Dirichlet. Le plus important ici, c'est de voir comment les conditions limites de Dirichlet sont définies. Et donc, c'est cette ligne-ci. Je vais un peu m'arrêter sur cette ligne-ci. Il suffit juste d'utiliser voilà, la fonction fm.Dirichlet ici pour body condition. Et ici, voilà, donner la valeur du déplacement. Voilà, donner déjà le déplacement et la valeur qu'on impose sur ce champ-là. Donc ici, je définis voilà la relation de compatibilité qui me permet de définir le tenseur de déformation à partir d'un champ de déplacement. Là, je définis mon tenseur de contrainte à partir du tenseur de déformation avec la loi de comportement. Ici, maintenant, nous sommes dans la formulation variationnelle qui est l'objectif de cette vidéo. Pour la formulation variationnelle, je vous ai dit, il faut arriver à retrouver la forme bilinéaire, la forme linéaire. Et avant ça, il faut définir déjà les différentes fonctions qui vont nous servir, à savoir la try function, ou U, try function, qui est définie sur notre espace fonctionnel V, et la test function, la fonction test, aussi définie sur V. Une fois que ces deux fonctions sont définies, on définit la forme bilinéaire et la forme linéaire. Pour la forme linéaire, il faut nécessairement définir voilà, les forces volumiques. Ici, j'ai choisi juste d'imposer une force volumique de 0. Mais on pouvait aussi avoir voilà, d'autres forces volumiques différentes de 0. On peut avoir une structure qui est soumise à son poids propre. Et donc, on aura une valeur ici qui sera différente de 0. Par exemple, si c'est le poids propre, on peut imposer ici moins 10 moins 10 comme voilà la valeur de la pesante. Donc pour l'instant je choisis de mettre 0, mais vous pouvez changer la valeur comme vous voulez, ça marchera toujours. Et ici, si vous regardez bien la définition de la forme linéaire, j'ai cette quantité ici que j'ai commentée. En gros, on a choisi de rester juste avec des conditions limites de type Dirichlet, mais on pouvait aussi avoir des conditions limites de type Newman. Et si j'avais des conditions limites de type Newman, c'est ici que je les ajoute, tout simplement. Donc, c'est ici qu'on ajoute les conditions limites de type Newman. Finalement, vous voyez, ça reste simple à définir. Une fois que j'ai défini voilà, ma formulation variationnelle en définissant A et L, il me reste juste à définir mon solveur. Ici, j'ai un solveur qui est linéaire. Donc, je définis un solveur linéaire, c'est un problème linéaire. Et pour définir ce solveur, je dois lui donner la forme bilinéaire. Je dois aussi lui fournir la forme linéaire. Et les conditions limites, vous voyez là, je fournis les conditions limites de Dirichlet. Si j'ai 10 conditions limites, je passe juste ces conditions limites en liste. C'est très simple. Et ici, je lui dis, je veux juste des préconditionnels. Je ne veux pas, voilà, j'ai un problème qui est linéaire. Je veux un calcul qui est direct. Et le préconditionnel utilisé ici, c'est un préconditionnel LU. Juste pour rappel, les préconditionnels LU, c'est juste que la matrice A est juste décomposée, pas décomposée, en fait, est écrite tout simplement comme un produit d'une matrice triangulaire inférieure et d'une matrice triangulaire supérieure. Et la résolution est faite de façon directe. Et donc, on est bien sûr en élasticité linéaire. Une fois que j'ai défini mon solveur, il me reste juste à lancer le calcul. Donc, ici, je lance le calcul à partir de mon solveur. Voilà. Donc là, je lance le calcul. J'enregistre mon code Python.
et je vais dans mon terminal pour lancer le calcul. Donc là, je suis sur mon terminal. Je lance le calcul. Il ne reste plus qu'à attendre. Et donc, je vous ai préparé, voilà, vous savez, avec Python, on peut faire beaucoup de choses. Je vous demande juste de vous abonner et on aura le temps de parcourir les bienfaits de Python. Je vous ai préparé pratiquement une mini application pour le post-traitement. Donc là, j'ai une petite interface que j'ai écrite pour nous aider à faire le post-traitement rapidement. Donc, j'ai un bouton qui me permet d'afficher le maillage. Avec ce bouton, je peux afficher le maillage. Voilà, donc vous avez là le maillage. On peut aussi afficher les déplacements, dans le champ des déplacements après calcul. Donc là, vous avez le champ des déplacements. Vous voyez qu'on a l'effet poisson qui est très bien visible. On a imposé un déplacement suivant X, un déplacement suivant X, mais on a quand même une distribution qui est aussi, une déformation qui est aussi suivant Y. Et donc, vous voyez bien que le champ de déplacement est bien respecté. Les conditions limites sont bien suivies. Sur l'autre bord, on a 0. Sur l'un des bords, on a 0. Et sur l'autre, on a 0,001. Donc là, vous avez le champ de déplacement. Vous avez aussi la possibilité, avec cette interface écrite avec Python, de calculer les contraintes, de les afficher aussi. Donc ici, on va afficher, par exemple, les contraintes suivantes, les contraintes SXX. Ici, j'ai le champ de contraintes SXX. Donc là, vous avez le champ de contraintes SXX. Vous voyez quand même que, voilà, la plus grande contrainte se trouve sur les bords d'encastrement. Donc, sur le bord d'encastrement, on a la plus grande contrainte qui est de 288 mégapascal. Ah, c'est pas quand même très élevé, quoi. Pour un matériau qui est de module d'élasticité 210 mégapascal. Donc là, vous avez la contrainte suivante X, et vous pouvez aussi afficher toutes les autres contraintes.